Bon, alors bonjour à tous. Donc c'est le début du webinar. En quelques mots, on va se présenter avec Guilhem. De notre côté, donc je m'appelle Thomas, enchanté. J'espère que tout le monde va bien en cette période. En quelques mots sur Trustfolio, donc nous on est une solution qui permet à des entreprises B2B de mesurer leur satisfaction et ensuite de publier des témoignages clients, des avis clients. Donc trustfolio.co. Guilhem, est-ce que tu peux en dire plus sur Invox? Ouais, bien sûr. Invox, c'est une agence, comme vous le voyez, c'est assez calme aujourd'hui. On est une agence, ça fait 7 ans qu'on fait principalement des contenus web, B2B, donc blog, newsletter, documents téléchargeables, vidéos, co, infographie. Et puis on a rajouté quelques petites briques ces dernières années sur tout ce qui est marketing automation, inbound marketing, génération de leads, social media B2B. Donc en gros, on accompagne des entreprises B2B à attirer du business et à développer leur business sur leur base. Ok, top. Donc, on est ici pour parler de marketing B2B en temps de crise. On va aborder un peu trois grandes thématiques avec Guilhem. La première thématique, ça va être concrètement, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il faut continuer sur du très court terme. On va ensuite, dans un second temps, parler plus des gros chantiers qu'on peut aborder là pendant le confinement. Est-ce qu'il y a des tâches de fond qu'on peut faire? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Et puis dans un dernier temps, on va voir un peu comment préparer la sortie. Je crois qu'on a tous hâte de cette étape-là. Mais bon, on va revenir dans le dur. Aujourd'hui, Guilhem, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, avec tes clients et puis avec l'agence, la situation actuelle côté marketing et puis en général pour les entreprises, c'est laquelle? Ouais, forcément, on a eu les premiers jours du confinement, on a eu quelques jours un peu bizarres chez nous. Maintenant, avec un peu de recul, même si c'est du recul très proche, donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas forcément la vérité dans quelques semaines, mais en tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu de trois comportements différents. Il y a ceux qui ont tout séché d'un coup, et c'est plutôt les soit du retail qui a dû fermer, soit de l'industrie qui a du mal à fonctionner, soit au chantier, tout ce qui est BTP. Donc eux, il y a effectivement un gros coup d'arrêt qu'on constate. Et pour autant, il y a quand même encore beaucoup d'activités qui continuent. Il y a beaucoup d'activités de services notamment B2B, qui continuent un peu as usual, tout ce qui est édition logicielle ou services qui sont pas vraiment corrélés à de l'activité quotidienne B2C. Donc ça, c'est des choses qui continuent. Et puis on a quelques secteurs d'activité qui, au contraire, accélèrent encore plus, qui vont travailler justement en se disant en fait c'est une opportunité. Et c'est pas que ceux qui permettent de travailler à distance. Hein, il y a finalement pas mal de secteurs qui en profitent pour se structurer et pour accélérer. Donc en fait, tout ce qu'on va dire aujourd'hui est forcément très impacté par le business dans lequel vous allez être. Et c'est peut-être aussi dans les questions et dans les discussions qu'on aura tout à l'heure, ce qui pourra ressortir, d'essayer d'aller zoomer sur certains secteurs. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'après les 2-3 premières semaines où vraiment on sentait un gros frein, un gros coup de frein global, aujourd'hui on va plutôt, là depuis quelques jours, et tout ce que j'entends parmi nos clients, nos prospects et puis mon réseau, c'est que là depuis jeudi, vendredi dernier, il y a une forme de remise un peu en route. Alors clairement, on est en dessous des niveaux de ce qu'on avait avant, mais en tout cas, ça commence à revenir. Donc il y a une question de confiance, une question d'organisation perso des gens chez eux et par rapport au télétravail, qui fait que ça repart et que du coup, on commence à se poser un peu les bonnes questions. Là où beaucoup ont débranché tout ce qui était social media, acquisition, campagne de paid, emailing, donc toute l'activité un peu de base marketing, en plus des événements, où là, petit à petit, on est en train de rallumer les lumières un peu pièce par pièce. Et c'est ça qui est intéressant de se dire dans quel ordre je rallume les choses et qu'est-ce que je peux continuer à faire et comment je me mets en place pour bien préparer la sortie. Ok, ok, justement. Alors avant de revenir sur quelles sont un peu les étapes et qu'est-ce que je peux faire en ce moment, je voulais préciser, n'hésitez pas à poser des questions. L'idée c'est que ça soit le plus interactif possible et qu'on soit là, en tout cas que Guilhem soit là pour essayer de répondre au maximum de questions. Et puis après vous pourrez bien évidemment échanger avec lui, mais essayons de rendre le webinaire le plus interactif possible. Sur justement les étapes, si tu as un conseil aujourd'hui, par quoi je dois commencer sur du très court terme pour justement remettre un peu mon marketing en route. Ouais. Alors normalement là déjà ça fait 3 semaines, donc normalement tout ce qui a dû être coupé a été coupé.
Il y en a quand même quelques-uns qui continuent. Il y a des choses qui peuvent être automatisées dans votre marketing ou qui sont des shoots en automatique. Ça vaut le coup de se poser la question de qu'est-ce qui est automatisé aujourd'hui et est-ce qu'il faut le laisser ou pas. Moi, je reçois encore des trucs qui tombent un peu en dehors de propos sur de l'événement, sur des choses comme ça. Donc, il faut vous poser la question de est-ce que j'ai bien coupé tout ce qu'il fallait couper. Ça, c'est la première chose, tout ce qui est automatisé, et puis tout ce qui est budget de dépenses. On va voir tout à l'heure qu'il ne faut pas forcément tout couper, mais en tout cas, il y a des dépenses, il faut se poser la question de dire est-ce que c'est logique d'être toujours présent. Après, il y a eu toute une vague, notamment sur les 10 premiers jours, on est organisé, en gros de communication Covid-19. Pour le coup, ça, je sais pas si c'était un bon choix de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et finalement, c'était pas très audible. Finalement, on recevait des mails qui disaient tous à peu près la même chose sans vraiment de réel message derrière. Donc, c'était pour moi un peu un coup d'épée dans l'eau. Ça a plutôt saturé les choses. Ça a plutôt saturé les messageries. Et puis là, on commence à voir apparaître des communications un petit peu plus positives. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer comme on faisait avant. C'est pas juste une pause. C'est pas juste 3 semaines de pause et puis ça repart et on fait exactement ce qu'on avait prévu avant. Il y a vraiment un sujet dans la tonalité, dans la façon de faire son marketing qui doit changer, où on doit faire plus attention à l'état des gens à qui on va s'adresser, des messages qu'on va apporter, de la véracité de ce qu'on va avancer. Est-ce que c'est le bon moment pour en parler et se poser la question par rapport à son business. Si moi j'étais dans la peau de vos prospects et de vos clients, est-ce que je me sentirais agressé ou sans être vraiment agressé? Est-ce que je trouverais que ça tombe un peu hors de propos? Si oui, il faut avoir un peu ce picotement en se disant si j'ai un doute, en fait, je shoote pas ce message-là et j'essaie plutôt de retravailler mes messages alors ça peut être pour différentes choses. Ça peut être soit je suis dans un business où il y a plus de demandes actuellement et auquel cas je peux en profiter, mais il ne faut pas être non plus en position de profiteur de guerre. Soit je suis dans un business qui n'est pas trop impacté, mais on sait que les décisions vont être plus lentes et j'en tiens compte, donc je suis moins pushy. Je vais moins chercher à être très commercial, donc je vais plutôt apporter un peu de l'éducation, pas mettre de pression, justement, en ce moment. Et puis, si je suis dans un business où je sens que en fait, je peux adapter une partie de mes offres, peut-être de faire le focus sur des choses qui sont plus adaptées et de se poser, de vraiment prendre ce temps de repenser mes offres et de repenser la façon de les proposer pour justement pas avoir le risque de tomber à côté et d'être mal perçu. Okay. Donc voilà, ça c'est un peu les garde-fous qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que je dois couper, qu'est-ce que je dois arrêter de raconter, comment je peux réadapter un message pour coller avec la situation. Et je reviens sur le premier point que je disais au début, il y a un gros truc qui est important dans la prise de parole aujourd'hui, c'est de ne pas créer du pathos, de ne pas créer du pessimisme ambiant supplémentaire, et donc de plutôt pas s'appuyer sur Covid-19, confinement, c'est le drame dans l'économie, mais plutôt d'être sans être trop léger, sans nier la situation, mais en tout cas pas mettre un focus dessus, un peu profiteur de guerre et un peu malsain. Donc il y a vraiment cette petite tonalité à trouver, et si on n'arrive pas à la trouver, ou si en le montrant à 2-3 personnes, on n'a pas un feedback que oui, c'est bien, ça passe, c'est propre et c'est correct, de plutôt essayer de pas shooter et de retravailler son message. Ok, et donc pour toi, le bon moyen de trouver cette tonalité, c'est la question un peu, si j'ai un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, quoi. Faut pas diffuser, quoi. Ouais, ou si j'ai un doute, je confirme le doute avec d'autres personnes qui ont pas forcément les mêmes intérêts commerciaux que moi pour dire est-ce que c'est entendable en fait. Mais parfois c'est juste une question de bon sens et d'être en capacité, c'est de l'empathie en fait, de se dire est-ce que j'arrive à me mettre dans la peau de celui qui va recevoir ça, en prenant en compte quand même que c'est peut-être des gens qui font chez eux avec des enfants, dans des business où il y a du chômage partiel, voire du stop d'activité, où se posent aussi des questions sur leur devenir, où les budgets sont parfois bloqués. Donc il faut réussir à baisser le niveau de crainte, de faire des packages d'offres qui sont un petit peu plus faciles à engager, qui sont moins long terme, moins durs à justifier, et qui peuvent s'appuyer sur des effets à moyen terme, si ce n'est à court terme, en tout cas à moyen terme, pour aider à repartir derrière. Ok. Tu l'as évoqué, puis après il y aura une question un peu sur justement quand est-ce que je remets la machine en marche. Tu as évoqué rapidement ce qui a été fait sur les clients. Selon toi, c'est quoi une bonne pratique justement vis-à-vis de tes clients en termes de marketing aujourd'hui? Comment je parle avec mes clients? Alors, si
La plupart des business B2B, on se dirige quand même à des acteurs assez différents, que ce soit en termes d'interlocuteurs ou de type de business. Si vous avez un seul type de client très identifié, là, la photo, elle est assez simple. Vous savez si vous pouvez leur parler ou pas aujourd'hui, ou si votre business s'effondre, ou si ça repart. Nous, dans notre cas, mais dans le cas finalement de pas mal de gens, en fait, il faut se poser la question un peu des trois piles quels sont les clients à qui il ne faut pas que je parle aujourd'hui parce que c'est vraiment pas leur sujet ce que j'essaie de leur vendre. Et c'est en fait ils sont soit vraiment dans la mouise, soit ils ont tellement de trucs à faire que c'est pas le moment de leur parler. Eux, il faut plutôt faire le deuil de leur pousser des choses. Et après, il y a les deux autres paquets dont on parlait au tout début, qui sont ceux qui sont pas tellement impactés, où finalement le business va continuer, ils seront suffisamment solides pour passer ça. Donc ça, eux, il faut leur avoir le discours avec eux maintenir le cap, de préparer les choses pour profiter du temps un peu plus dispo qu'on a en ce moment pour faire des chantiers de fond et investir pour la suite. Et puis ceux qui sont en accélération, là pour le coup, il faut vraiment leur montrer qu'on peut les accompagner, qu'on peut les aider, entre guillemets, à profiter du timing et à se mettre en œuvre. Donc si vous avez un CRM ou une liste de clients ou un portefeuille de prospects et de clients, c'est intéressant de scanner ça et de vous dire, OK, quelles sont les grandes catégories de clients que j'ai Est-ce que c'est la taille de boîte qui joue Est-ce que c'est la géographie Est-ce que c'est le secteur d'activité Est-ce que c'est le type d'interlocuteur Et d'essayer de vous dire, eux, comment ils vont être dans leur état d'esprit, quitte d'ailleurs à juste prendre le téléphone et appeler les gens en disant comment ça va de votre côté, hein, juste se prendre des nouvelles, pour voir un peu une stratégie se dégager. Et après, en fonction de ces typologies de clients, leur dire quel serait le meilleur discours à leur tenir, quel est le sujet en ce moment qui va les intéresser le plus et sur lequel je peux avancer avec eux. Ok. Et du coup, on va appliquer un peu la même question sur les prospects. Aujourd'hui, il y a une super bonne question. Est-ce qu'on doit couper les campagnes de marketing automation? Ouais. Oui, non, quoi. C'est une grande question. Ouais. Alors, je pense que c'était une bonne chose de le couper il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. Clairement, nous, on a vu, alors, pas tellement sur les taux d'ouverture des campagnes qu'on a laissé tourner, parce qu'on a des clients qui ont voulu laisser tourner les campagnes, pas tellement sur les taux d'ouverture sur le tout début, plutôt sur l'impact réel que ça a eu derrière en termes de conversion ou d'engagement. Parce que tout le monde était un peu au chou, à devoir se réorganiser chez soi un peu en vitesse pour travailler, s'organiser personnellement. Et puis il y avait beaucoup d'échanges aussi internes dans les entreprises sur comment est-ce qu'on s'organise. Donc c'était pas une mauvaise idée de le couper. Là en ce moment, nous ce qu'on constate, c'est que en fait il y a deux choses, c'est que si je parle à une industrie où il n'y a pas trop de chômage partiel, où il n'y a pas eu trop de congés imposés notamment, finalement, les gens sont là, ils ouvrent et ça marche plutôt mieux qu'avant quand on est dans des logiques d'éducation, de pédagogie, d'évangélisation. Donc, si j'apporte du contenu qui fait grandir les gens, qui forme les gens, qui leur apporte un peu de matière, c'est une bonne chose de le laisser. Donc, tous les programmes de nurturing, c'est des bonnes choses. Tous les programmes de qualification ou de requalification, c'est aussi des bonnes choses de le laisser parce que les gens ont plus de temps aujourd'hui, honnêtement, et que de leur pousser un webinar, une vidéo, un livre blanc, en fait, ils ont un peu plus de temps pour le faire en moyenne. Encore une fois, ce que je dis, dans certains secteurs, ça ne marche pas, mais en globalité, ça fonctionne plutôt mieux qu'avant. Tout ce qui va être plutôt processus automatisé de closing, de relance, où on est plus proche du commercial, là, encore une fois, il faut se poser la question de l'interlocuteur. Est-ce qu'il va être dans une posture de effectivement pouvoir prendre une décision? Ça ne sert à rien de relancer des schémas. On va dire, on ne s'est pas parlé depuis un mois, on a vraiment envie de vous accompagner, prenez rendez-vous avec un commercial. Il faut à minima mettre en pause ça et voir s'il faut réécrire les messages, le temps que ça durera, ou s'il faut juste le supprimer et basculer dans un mode plutôt à la main. Donc changer par exemple au sein des campagnes d'automation, de changer des mails qui partaient en automatique par des tâches à créer dans le CRM pour les commerciaux, pour justement qu'eux ils puissent arbitrer en connaissant un petit peu mieux la cible et adapter le message. Et aussi parce qu'il y a un phénomène assez prégnant en ce moment, c'est que les gens ils ont envie d'être rassurés. Hein. Si vous êtes présent aussi sur ce genre de webinar, c'est aussi pour ça ils ont envie de un peu ce groupe de pairs qui ont les mêmes problèmes, éventuellement dans d'autres industries, mais on a de plus en plus besoin d'échanger. Il n'y a qu'à voir les discussions sur LinkedIn, des discussions sur des groupes Slack qui se sont formés. Les gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui a une vue un peu plus complète, qui va venir les rassurer leur propre vue ou challenger leur propre vue et échanger sur les bonnes pratiques. Et c'est typiquement ce qu'on est en train de faire là, c'est typiquement ce qu'on peut faire via d'autres canaux aussi, mais il y a ce vrai besoin qui est là. Donc si les commerciaux aujourd'hui, en B2B, ils arrivent à prendre un peu ce virage-là, cette casquette-là, et de ne pas penser closing, mais penser accompagnement aussi de nos prospects, de nos clients dans cette phase-là, en fait, pour moi, c'est la meilleure posture.
Et cette posture-là, on peut la décliner en fait en marketing, on peut la décliner dans plein d'endroits. On peut la décliner sur les réseaux sociaux, on peut la décliner dans les campagnes qu'on va faire. Le tout, encore une fois, hein, si je reviens au tout premier point, il ne faut pas tomber à côté. Il ne faut vraiment pas laisser cette impression qu'on ne s'adapte pas, qu'on fait comme s'il ne se passait rien, qu'on va solliciter des gens qui, eux, sont un peu dans la panade aujourd'hui, voilà, sans prendre en compte leur souffrance éventuelle pro, hein, business. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout couper. Clairement, il faut monitorer d'autant plus proche avec les analytics et les performances que nous, on a vu un peu, on a des performances qui font un peu le yo-yo, des gens qui sont dispo, les horaires qui s'élargissent aussi un petit peu, les gens sont plus dispo le matin et tard le soir, parce qu'ils sont pour la plupart des enfants et bah, ils bossent quand ils peuvent bosser. Le week-end qui est pas forcément mauvais. Donc très honnêtement, aujourd'hui, on n'en sait rien, il faut juste être un peu plus malin et se dire bah, ce qui marchait sur le papier avant est peut-être un peu challengé, donc j'essaye de ne pas faire de fausses notes et j'essaie de regarder les chiffres pour voir où est-ce que je peux faire des choses, et puis je garde une part de créativité pour profiter entre guillemets de la situation. Quand je dis profiter, c'est pas péjoratif hein, dans ma bouche, mais de profiter de la situation pour créer un lien un peu différent avec mes prospects, travailler mon image. Puis ça, c'est un point, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est super important de ne pas couper toute sa visibilité. Dans toutes les crises qu'on a pu avoir, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, c'est notamment la Harvard Business Review qui a sorti un truc là-dessus, sur la corrélation de la dépense marketing pendant la crise et la rapidité de sortie de crise derrière. Et évidemment, c'est ceux qui coupent le plus les budgets marketing, donc ils disparaissent, qui disent bon, il se passe rien, donc allez, pendant 2 mois, je dis plus rien parce que ça sera pas efficace. En fait, c'est eux qui derrière mettent le plus de temps à reconstruire leur visibilité, reconstruire leur pipe, reconstruire leur communauté. Donc il y a vraiment une question d'adaptation, de se dire quel est le bon niveau et quels sont les bons canaux et quel est le bon ton que je dois garder pour pas disparaître, pour surtout pas disparaître, parce qu'au moment où ça va repartir, c'est là où il faudra qu'on puisse démarrer vite, et si j'ai tout refroidi, bah, le temps de réchauffer la machine, ça fonctionnera pas. Donc, si je résume un peu tout ce qu'on s'est dit pour l'instant, un peu la première étape, c'est travailler sur la ligne éditoriale, réfléchir un peu au message qu'on veut communiquer, se poser plutôt dans une posture d'ajouter du contenu, d'une pédagogie, parce qu'on a besoin d'être rassuré, on a besoin de l'information entre pairs, qu'il faut absolument pas couper les opérations de marketing, plutôt recentrer sur des opérations justement qui sont en lien avec ce message-là, qui vont être du nurturing, de la requalification de lead. Tout ce qui est message hyper commercial, a priori, c'est pas la bonne période et il faut les rebosser et avoir une approche qui est plus dans la pédagogie au niveau des commerciaux. Et donc, du coup, il y a des questions qui viennent un peu sur le quand. Quand est-ce que je bascule de ce mode pédagogie à un mode je me remets à faire de la vente, parce que mine de rien, il faut quand même aussi continuer à faire tourner les boîtes. Donc, est-ce qu'il y a un point d'inflexion et comment on le détecte? Bah alors, j'ai oublié ma boule de cristal, ma boule de cristal. Ce qui est sûr. Et encore une fois, c'est très lié secteur par secteur. On a des secteurs qui sont en attente des ouvertures administratives, qui peuvent pas tourner sans que les magasins soient ouverts ou sans que certaines activités soient autorisées. Donc eux, clairement, ils iront que quand ils auront une vue assez précise de quand est-ce que ça peut repartir, voire un petit peu après, parce que quand ça va partir, ça sera pas du 0-1 directement. On va plutôt s'attendre à une reprise étalée jusqu'à septembre dans le meilleur des cas aujourd'hui. Faut pas se voiler la face. Il y a des business qui repartiront plus vite que d'autres, évidemment. Encore une fois, c'est un peu une généralisation de mon côté, mais ça va plutôt repartir doucement. Donc la question du timing, on note déjà une évolution. Comme je disais, depuis jeudi, vendredi dernier, on sent que sur certains aspects, ça commence à repartir. Il y a des leads qui arrivent, il y a des demandes de discussion, de meeting, il y a des gens qui veulent lire des propals et qui se disent sur tel chantier, j'ai envie d'avancer justement pour me préparer sur la reprise. Après, il faudrait être un peu devin pour se dire quand est-ce que ça va vraiment repartir. Moi, je pense que c'est quelque part entre mi-mai et fin mai que le moteur va se mettre en route, qu'on va commencer à parler vraiment d'un déconfinement qui va se passer, que les gens vont revenir dans les bureaux, qu'on aura probablement des événements à tout petit périmètre qui seront autorisés. Donc probablement que la reprise, elle va s'étaler quelque part entre mi-avril pour ceux qui vont vraiment anticiper le plus et mi-mai pour les business qui attendront vraiment de voir que leurs activités redémarrent. Et puis on a tout le secteur industriel. Si parmi vous il y en a qui bossent avec le secteur industriel, on a une partie quand même du secteur industriel qui est très impactée et qui va avoir un retard à l'allumage parce que les chaînes logistiques sont quand même beaucoup arrêtées, ou que notamment dans l'agroalimentaire, il y a des problématiques sanitaires sur la chaîne. Typiquement, les gens qui fabriquent des aliments et qui ont eu des cas de coronavirus, il va falloir qu'ils nettoient toutes les chaînes, qu'ils virent tous leurs stocks
et qu'ils organisent la reprise progressive de la livraison. Donc tous ces gens-là aussi vont être impactés différemment. Donc encore une fois, il faut faire des gros paquets en se disant où est-ce que ça risque de repartir plus vite et de différencier aussi sa prise de parole. Donc on peut tout à fait commencer à faire des choses dès maintenant parce qu'on sent qu'une partie de son business est en train de se réchauffer. On a des outils sur certains types de campagnes pour focaliser les messages sur ce type de personnes. Par exemple sur LinkedIn, je peux tout à fait faire des campagnes que sur le monde du logiciel parce que c'est probablement un truc qui va repartir le plus vite et puis ensuite décaler sur d'autres types de business. Par rapport à ça. Donc il faut faire un peu du custom par rapport à ça et aussi, comme la reprise va être progressive, d'étager aussi sa propre réponse à soi et ses propres activités pour étager aussi la reprise. Donc quand est-ce que ça va repartir moi je vois ça quelque part aux alentours de fin avril, début mai, grosso modo, mais encore une fois très dépendant du secteur. Le secteur de l'éducation, il est très très chahuté en ce moment, donc voilà, c'est un peu la grosse question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ordre de bataille à avoir, quelle que soit la date. Il y a un travail pour le marketeur qui est de se dire, ok, je ne sais pas à quel moment ça va redémarrer et quelle va être la durée de la phase de reprise. Par contre, au sein de ça, j'ai des actions spécifiques à faire. J'ai des trucs à faire maintenant, j'ai des trucs à faire pendant la phase de reprise et j'aurai des choses à faire après qu'il faut surtout pas anticiper maintenant, parce que c'est plutôt du luxe. Donc il y a un vrai boulot de priorisation et de mise en ordre. De mise en ordre des choses. Et je vois qu'il y a une question de Laurent ou un commentaire sur le fait que des demandes d'information ne sont pas des signes de reprise. Certes, mais c'est quand même des signaux faibles intéressants. Et en fonction de la qualité de ce qu'on va écouter comme type de reprise, hein, ça se sent. On voit qu'il y a de la prise d'infos qui est vraiment côté prospect. Je ne sais pas quand je prendrai ma décision. Et pour le coup, c'est de la matière assez faible. Mais quand même, nous, on le voit chez nous, on le voit chez certains de nos clients. Il y a aussi des gens qui, ils ont calé leur budget, ils sont prêts à appuyer sur le bouton, et c'est ça qu'il faut arriver à déceler. Ça, c'est le boulot du commercial, que de sentir quel est le timing chez son client. Donc, c'est pas des signes de reprise du business en tant que tel, mais comme c'est un signe un peu avant-coureur, c'est un peu un signal faible de potentielle reprise. Quand on passe d'une phase où il y avait plus du tout de prise d'infos à une phase où on recommence à avoir de la prise d'infos, c'est déjà un curseur de gagné. Et notamment en B2B où l'acte d'achat, il passe de toute façon par de la phase d'information. Du coup, donc là, si je résume un peu cette première partie sur que faire ou couper ou garder à long terme, globalement, on a passé les 15 premiers jours où il fallait quasiment, ça dépend des secteurs bien évidemment, mais entre guillemets couper tout ce qui était un peu automation, bien monitorer la performance, etc. C'est vrai que t'as en effet un très beau mug et souligné. Du coup, là, on est revenu dans une phase où on peut se remettre à faire du marketing automation en étant bien évidemment très attentif à sa ligne éditoriale, à sa cible, donc bien segmenter ses cibles, que ce soit les clients ou les prospects, et dans un troisième temps aussi rester dans une posture de pédagogie, donc offrir du contenu à forte valeur ajoutée et avoir une logique d'échange plutôt qu'une logique de vente. Je pense que de toute façon c'est quelque chose. Du conseil aussi, il y a pas mal de, on voit, il y a pas mal de flottes commerciales aujourd'hui qui sont un peu à l'arrêt. Hein. Clairement, il y a moins de rendez-vous, il y a moins de déplacements, il n'y a pas de salon. Donc il faut aussi, dans le cas où on conserve sa flotte commerciale active à minima sur un volant d'activité, il faut aussi trouver à les occuper. Et les occuper aujourd'hui, c'est peut-être ce qui basculera aussi sur quels sont les chantiers qu'on peut faire. Ça veut aussi dire les mettre dans une posture de conseil. C'est pas que c'est là où vraiment marketing et commerciaux peuvent vraiment se bien s'aligner. C'est que le marketing peut préparer le terrain et donner la matière pour que les commerciaux passent d'un mode où ils essaient de pousser leur prestat ou leur service ou leur logiciel ou leur produit à un mode où ils vont conseiller aussi leurs clients pour que leurs clients se mettent en ordre de bataille pour eux-mêmes repartir et qu'ils aient fait toute la réflexion là-dessus. Et après, sur le point, on peut continuer à faire de l'automation, oui. D'autant plus que l'automation, c'est pas juste du shoot de mail, c'est aussi beaucoup de préparation, d'écriture des messages. Et justement, ça peut être un bon moment de se dire, ok, à partir du moment où ça reprend, quels sont les cycles que je veux automatiser et sur quel contenu ça va s'appuyer pour pouvoir le faire. Donc il y a tout un travail préparatoire aussi qui est intéressant dans cette phase. Ok. Et du coup, c'est en effet une super bonne transition pour parler un peu de maintenant qu'on a remis en place peut-être quelques actions de marketing. Est-ce qu'il y a des gros chantiers, des chantiers de fond que je peux en ce moment moi travailler
et si oui, c'est quoi ces chantiers? Ouais. Quand on a fait un peu le ping-pong là pour préparer, enfin moi j'avais plein d'idées qui étaient ressorties. Parce qu'effectivement il y a plein de choses. Si on fait la liste de tous les trucs que tout marketeur adorerait pouvoir faire et qu'il n'a pas eu le temps de faire, en gros là c'est la période pour faire ça une fois qu'on a géré les urgences et qu'on s'est un peu posé pour comprendre comment on allait gérer tout ça. C'est l'occasion de faire plein de choses. En vrai, quand on décante ça et qu'on regarde un peu les gros paquets, toute l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'il faudrait surtout pas faire au moment de la reprise, parce qu'au moment de la reprise, il faut être dans les opérations, dans l'exécution, dans le soutien aux commerciaux, aux forces de vente, dans la récupération de lead en tant que tel. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, si tant est que j'ai du temps pour le faire, éventuellement un peu de budget, mais comment je peux mettre en ordre la maison ou en tout cas le moteur de la machine pour pouvoir accélérer assez fort derrière. Et en gros, ça se résume à quelques grands points. Il y a un côté, et ça fait le lien avec ce que tu disais sur le fait d'être dans l'empathie, dans la pédagogie, dans l'explication. Souvent, je suis un peu sous-équipé de contenu. Et donc, c'est clairement l'occasion de remettre au propre son discours en légitimité, en partage d'expertise, pour aller compléter les 2 livres blancs qu'on a sous le coude et qu'on n'a jamais eu le temps de faire, pour réécrire quelques pages qui expliquent un peu son offre, pour aller faire des cas clients, et éventuellement, nous, c'est un chantier qu'on s'est mis chez nous, c'est un peu notre bataille fil rouge là sur la période de confinement, qui est de faire une refonte de site éventuellement, d'aller jusque-là, parce que clairement, tout cet équipement-là, il sera vachement utile après, et on n'a vraiment pas le temps de s'en occuper complètement après. Donc ça, pour moi, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est plutôt un double chantier, un gros chantier structuration, en fait, ce qui va faire le lien entre le marketing et le commercial, qui est d'avoir l'outil marketing qui fonctionne bien. C'est-à-dire, on peut parler d'outils d'automation, on n'est pas forcément obligé d'aller toujours jusqu'à de l'automation pure et dure, mais c'est en tout cas d'avoir un outil marketing qui fonctionne avec dedans, et c'est c'est un peu l'autre face de la même pièce, de la data qui est propre. Donc j'ai un outil d'automation qui est bien configuré, où j'ai mes quelques automatisations qui tournent, mon contenu qui est lié à ça, mon tracking qui est en place, donc toute la base un peu de comment fonctionne un outil de marketing automation. Et l'autre versant de ça, c'est que j'ai dans ma base des contacts qui sont propres, qui sont cleanés, qui sont complétés, qui sont enrichis éventuellement, parce que c'est toute cette richesse de data qui sera mise à profit derrière quand ça repartira vraiment, pour aider les commerciaux à prioriser, pour scorer tout ça, pour aller activer la base et la retravailler de manière plus pushy, ce qu'on n'aura pas pu faire sur cette période. Donc il y a vraiment ce double enjeu automation et ce qu'on appelle la data quality, donc d'être sûr d'avoir une base qui est propre, donc éventuellement mettre des commerciaux, faire du cleaning de la base manuel, aller renseigner grâce à des infos sur LinkedIn, compléter les infos, revoir éventuellement aussi la structure de la donnée. On a beaucoup de bases de données qui sont un peu crappy quand même, il faut le dire, et qui sont en plus d'avoir de la donnée qui n'est pas forcément propre et récente, qui en plus ont de la donnée qui est mal structurée. Donc j'ai des champs qui sont ouverts, qui sont TXT, qui sont saisis à la main, qui sont pas des champs déroulants, donc je peux pas faire de segmentation dessus. Il me manque des infos, je suis pas assez précis. Donc il y a tout ce travail-là qu'on peut faire. Et puis pour moi le dernier point qui est hors activation, qui est hors diffusion et activation, parce qu'après on fera un zoom un peu là-dessus, mais c'est pas vraiment du chantier préparatoire, c'est plutôt des opérations, qui est plutôt l'acquisition, la présence sur les réseaux sociaux. Mais il y a tout le chantier formation, où ça peut être le bon moment, soit pour que le marketing forme les commerciaux à bien prendre la parole, bien utiliser certains outils marketing, soit aussi pour le marketing de bien se monter en compétence sur les différents sujets qu'il n'y aurait pas forcément eu dans les différentes équipes. Et pour ça, il y a quelques sujets phares. Hein. Il y a se former au contenu, par exemple. Il y a toute la partie je maîtrise mon outil marketing et je vais creuser les choses que j'active pas encore forcément. Monter sur tout ce qui est acquisition aussi. Donc il y a un peu ce côté, comment est-ce que je muscle le marketing, parce que très honnêtement, ça sera pas sur juin, juillet, septembre, octobre, novembre que ça sera le temps d'aller flirter un peu à gauche, à droite et de se renseigner sur les bonnes pratiques. Quoi. Donc s'il reste un petit peu de temps malgré tous ces chantiers de fond, garder quelques heures dans la semaine pour faire des certifications du HubSpot, du Google, du Facebook, du Outshoot, aller sur Udemy. En ce moment, la plupart des cours sont à $11 pour aller voir comment on configure du Analytics, du Data Studio,
Voilà, c'est en gros comment je maîtrise les outils et les bonnes pratiques pour bien faire mes chantiers et que derrière je sois vraiment équipé. Donc pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Et si on gère bien ces semaines-là, on a une machine marketing qui normalement tourne beaucoup mieux ensuite. Ok, donc si je résume un peu, on a 4 gros chantiers sur lesquels on peut travailler en ce moment. C'est tout ce qui est brand content et contenu marketing. On a la partie data quality, donc en gros un peu mise à plat du CRM et de la donnée qu'on a dans ce CRM, que ça soit les champs ou même carrément les informations. On a une partie automation, donc travailler ces process et réfléchir à l'automation pour la mettre en place. Et puis une partie formation, donc à la fois en interne et puis en même temps pour monter en compétences et pour la reprise. Et du coup, question, ça fait énormément de choses à travailler. C'est on a peut-être un peu plus de temps que d'habitude, mais globalement, par où je commence? Comment je fais si, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a des gens qui ont déjà fait du marketing, là, qui vont peut-être faire un peu moins. C'est quoi ta recommandation pour bien s'y prendre et pas perdre de temps justement là-dessus, quoi? Ouais. Pour moi, la bonne manière de le faire, c'est d'évaluer le temps que vous pouvez passer à ces sujets-là, déjà, soit pour des raisons d'organisation perso, de structuration de votre boîte qui a peut-être mis du chômage, de l'activité partielle, ou qui pose des jours de congé ou des accords dans l'entreprise qui font que le temps de travail baisse. Et puis quand même de gérer les chantiers le tout venant, parce qu'il y a aussi du courant à gérer. C'est de regarder quel est le budget temps finalement qu'on a à disposition. Et déjà, ça, c'est un bon indicateur de à quoi est-ce qu'on va pouvoir passer ce budget temps. Donc c'est une manière très simple, vous gérez le temps comme de l'argent et vous allez lister tous les chantiers que vous voudriez faire, essayer de mettre un temps indicatif dessus, et c'est toujours bon en plus dans ces périodes où on est un peu ouvert dans le timing, on ne sait pas trop quand ça va terminer, de se dire, ok, je mets soit une deadline, soit un budget de temps à passer sur telle chose. Par exemple, je vois que mon SEO est pas top, donc j'ai besoin de contenu un peu SEO. Donc en gros, je me prends une licence d'essai SEMrush pendant un mois. Je fais tourner le truc. Je vais passer 2 journées à faire un peu un audit et je vais garder 2 jours pour créer des contenus par rapport à ça. Et en 2 jours, en gros, je peux faire 4 pages bien faites en termes de SEO. Ben voilà, ça vous fait un chantier. Et vous devez prioriser par rapport à ça en disant j'ai peut-être 12 mots-clés sur lesquels je voudrais être, c'est quoi les 4 principaux, parce que j'aurai le temps d'en faire 4. Et de faire ça un peu pour les différents sujets. Donc ça, c'est plutôt sur la méthode où je vais le faire, et de ne pas hésiter à se dire, ok, j'ai 4 semaines devant moi, donc sur ces 4 semaines-là, je mets mes plages de travail et je mets mes chantiers en face de ça, et je suis plutôt dans une logique de, j'essaie de faire rentrer dans le temps que j'ai imparti et que j'ai dédié, voilà, je fais au mieux dans ce temps-là, pour pas être sur un truc ouvert, quitte à remettre après des sessions de travail dessus dans une deuxième phase. Et puis après, dans quel ordre est-ce qu'il faut le faire? Ça dépend un peu effectivement d'où vous partez. Si vous êtes tout nouveau dans le business et que vous n'avez pas une grosse base, le côté data quality il sera assez rapide, voire pas nécessaire. Si jamais vous vous dites, je sens que dans mon business, m'appuyer sur ma base, parce que je suis plutôt sur un marché mature, je connais les gens me connaissent, mais il va falloir que je la sollicite vraiment, c'est ça qui va peut-être donner l'ordre de priorité. Mais je pense quand même que le côté data, c'est super important. Parce que souvent les quick wins, les reprises les plus rapides, on va les faire sur des gens qui me connaissent déjà, avec qui on a déjà plus ou moins échangé. Donc être au propre là-dessus, et puis vraiment c'est un chantier sur lequel il y a vraiment de la matière et des choses à gagner. Donc ça je le ferai. Probablement m'équiper des quelques contenus un peu de fond. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire je vais faire un blog, je vais sortir un article par jour. Hein. Le but, c'est de dire c'est quoi les 2-3 contenus qui pourraient avoir un vrai impact et que je pourrais mettre dans le cadre de campagne, que je pourrais pousser par mail, sur lequel je pourrais pousser sur les réseaux sociaux, sur lequel je peux vraiment m'appuyer pour aller faire de la lead gen si j'ai un enjeu de lead gen qui va arriver. Donc ça, c'est les 2 premiers chantiers que je travaillerai vraiment dans l'ordre. Qualité de ma base et puis m'équiper des quelques contenus. Et puis dans la branche contenu, je ferai quand même tout ce qui est SEO, je regarderai ça parce que pour le coup c'est le bon moment pour le faire. C'est un peu les chantiers qu'on n'a pas le temps de faire par ailleurs. Et tout ce qui est structuration de l'automation, que j'ai déjà un outil ou pas d'outil. Si j'ai un outil mais que j'utilise mal, c'est l'occasion de bien l'utiliser, de le rendre propre. Parce que ça, pour le coup, ça fait vraiment gagner du temps et c'est ça qui permet de monitorer derrière l'efficacité de ce qu'on fait. Donc ça sera utile. Et si j'en ai pas, de le mettre en place tout simplement parce que ça va amener beaucoup de rigueur. Ok, top. Merci pour ces recos du coup. Donc c'est la bonne période pour faire sa transfo digitale quoi. Pour ceux qui l'ont pas fait quoi. Ceux qui l'ont pas fait, ouais, c'est la bonne période, ça c'est sûr. C'est jamais la mauvaise période pour le faire. Hein. De toute façon,
globalement, là, c'est juste que quand même dans pas mal de cas, parce que les clients sont moins là, on a plus de temps pour le faire, on n'a plus d'événements organisés, ou en tout cas peu. Voilà. Et puis ici, quand même, dans la partie éditoriale, création de contenu, il y a aussi la réflexion sur est-ce que je fais des webinars ou quels sont les formats de contenu que je peux travailler, pas tellement pour l'après, mais pour maintenant. Et là, clairement, il y a un enjeu. Il y en a qui ont ouvert des chaînes Slack pour faire un peu communauté ou des groupes LinkedIn pour dire à tous leurs clients et prospects, venez sur notre sujet, on va échanger parce que vous avez plein de questions, vous avez plein de doutes là-dessus. Et finalement, nous, on n'a pas toutes les réponses, mais la communauté va les avoir. Ça peut être un bon moment pour aussi marquer le coup en disant on est présent, on ne s'affiche pas en tant que marque qui a quelque chose à vendre, on essaie plutôt de vous mettre en réseau pour vous échanger entre vous. On est facilitateur, on est pédagogue, voilà, y a des bonnes pratiques là-dessus probablement à avoir. Et puis dans le contenu, il y a aussi un sujet qui est pour le coup tous les marketeurs que moi j'ai en call ou dans nos clients que je peux rencontrer sur certains réseaux, il y a un truc sur lequel on est quand même tous mauvais, c'est les cas clients. C'est la rédaction de cas clients, c'est faire parler nos clients. Et puis je pense que ça, vous voyez d'autant plus chez vous, chez Trustfolio. Mais il y a un vrai sujet où c'est quand on est dans le jus, c'est compliqué de demander à nos clients, tiens, est-ce qu'on peut faire un petit truc, est-ce que tu as un verbatim encore une fois, on repense à nos 3 piles du début. La pile où les gens sont en train d'essayer de survivre juste dans leur business, c'est pas le moment vraiment de les emmerder avec ça. Par contre, tous les autres qui se préparent, qui attendent, qui font des chantiers un peu de fond aussi, ou qui préparent l'après, eux, pour le coup, ça peut être intéressant aussi parce que ça va leur donner de la visibilité. Ils sont un peu plus dispo. Clairement, ils ont aussi un peu plus d'empathie, donc ils comprennent bien que ça peut vous aider à faire redémarrer votre business. Et honnêtement, je crois qu'on a tous compris qu'on était dans le même bateau et que quand le business des autres redémarre, potentiellement, c'est quand même mon business aussi qui redémarre. Donc il y a un peu j'ai l'impression qu'il y a un peu de bienveillance dans mon business qui s'est mis en place, aussi dans cette phase-là, pas tous évidemment, il ne faut pas généraliser. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à travailler sur ce côté-là, sur le côté structuré mes cas clients, et aussi parce que ça sera assez intéressant comme contenu à posteriori pour aller rassurer dans la phase un peu de closing. Souvent, c'est des contenus qui manquent. Et là, il ne faudra pas manquer d'arguments pour convaincre vos prospects de signer avec vous pour y aller. Et d'avoir des gens qui sont passés par là avant eux, pour travailler avec vous, c'est quand même un super signe. Ok. Peut-être que tu pourras, pour ceux qui veulent, envoyer des exemples de cas clients que tu as pu réaliser, etc. On laissera ton adresse mail à la fin, mais ça peut être intéressant de voir un peu comment ça fonctionne. C'est autant une question de format, de comment est-ce que j'exprime les choses. Et là, la règle d'or, c'est de ne pas être commercial, hein, c'est plutôt que le contenu apporte de l'intérêt. Voilà, comment votre client a fait pour résoudre son problème, par quelles étapes il est passé, quelles étaient les difficultés. De vraiment pas essayer de faire le truc, tout le monde est beau, ils sont gentils, ils sont les meilleurs du monde, parce que ça marche pas en termes de véracité, de légitimité du truc et de sincérité, ça fonctionne pas. Donc les gens se reconnaissent pas dans ça. Mais c'est autant une question de ce format-là, de comment je l'exprime, que de process. C'est vraiment un process, de comment est-ce que j'arrive à mettre dans mes process la capacité à récupérer les avis de mes clients et de les exprimer derrière en contenu intéressant pour mes prospects. Bon, ça pareil, on est à disposition pour aider là-dessus avec Trustfolio sur la collecte de témoignages. Il y a pas mal de questions qui viennent sur un petit peu, donc on va peut-être partir sur la partie après. Comment, en gros, je ressors bien. Donc, première étape, là, j'ai en gros coupé ce qu'il fallait couper, je continue ce qu'il faut continuer. En numéro 2, je bosse sur des chantiers de fond en les priorisant. Et voilà. Et là maintenant, je prépare la reprise. Comment je la prépare cette reprise? C'est quoi un peu toi ton plan d'action pour arriver justement à bien suivre la vague de la reprise? Ouais. Alors chez nous, mais la réflexion est un peu la même partout. Il y a toujours cette question d'essayer de comprendre, mais ça c'est un peu boule de cristal. Quels seront les impacts par rapport à nos offres? Est-ce qu'il y a des parties de notre offre qui vont plus fonctionner? Nous, on avait par exemple dans l'automation, il y avait pas mal de choses autour de la qualification du lead sur les salons. Toute cette partie-là, clairement, jusqu'à la fin d'année, on va pas trop en parler. Donc il faut réussir dans son offre à voir qu'est-ce que je peux pousser davantage, qu'est-ce que je peux pousser différemment, qu'est-ce que je peux inventer là-dessus. Je pense qu'il y a un gros travail marketing. Alors on sort un peu du marketing d'acquisition, on est plutôt sur du marketing d'offres. Mais nous, en tout cas, on le voit chez nous. Il faut qu'on descende un peu le niveau d'engagement parce que la visibilité de nos interlocuteurs sur le moyen long terme,
et sur des budgets importants et un peu différents. Donc, je pense qu'il faut trouver comment je crée des offres avec une friction qui est moindre à l'entrée. Donc, comment est-ce que je fais des petits packages, comment je simplifie finalement le fait de tester, de se mettre en route quand on est dans une activité de service et qu'on peut le faire. Ça, c'est des choses qui sont importantes, ou en tout cas de faire des paniers moyens un peu plus bas. Donc, il y a un travail sur l'offre à faire pour dire venez, testez, repartez plutôt vite. Je vous bloque pas sur de la longue durée là-dessus. Clairement, prioriser les actions. Donc si j'ai cleané ma data, normalement j'arrive assez vite à ressortir de la priorisation pour les commerciaux. Et ça, c'est un peu le boulot d'alignement marketing-vente qu'il faut avoir. Pour dire quand je repars pas comme c'était avant, je change un petit peu les priorisations et je vais pousser des produits qui sont adaptés dans les secteurs qui le sont. Et après, j'étage ma reprise. Clairement, il y a un sujet préparation maintenant des mécaniques d'acquisition. Parce qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui vont devoir rattraper le retard qui a été pris, qui vont devoir combler en un peu moins de mois ce qui a été fait. Et donc, il faut réfléchir à mes canaux d'acquisition. Il faut que mes commerciaux soient beaucoup plus présents sur LinkedIn après aussi, au contact. Donc, ils en profitent aussi pour cleaner leur réseau aujourd'hui, pour le faire grandir un petit peu, pour qu'ils jouent avec du Sales Navigator. Donc là, il y a un vrai sujet. Probablement de m'être outillé de ce qui me permet de prendre des rendez-vous, ce qui me permet de traquer mes propositions commerciales, tout ce qui va finalement me permettre de prioriser dans l'afflux de leads que je devrais avoir, parce que je vais forcer un peu sur l'acquisition et probablement aussi chez vos prospects, chez vos clients, ils vont devoir aussi rattraper. Donc il y aura un peu une reprise à un moment qui va se faire un peu en boulet d'étranglement, de se dire il faut que j'aille chercher les bons prospects en fait, que je priorise moi aussi mes prospects là-dessus. Ok, hyper clair. Si tu veux, on se prend quelques minutes pour voir s'il y a des questions sur lesquelles on est passé clair. Puis la volonté sur les questions. Ouais, exactement. Une question qui a été posée par Claire, les managers, les DRH sont submergés par les offres de consultants et ils sont saturés. À quel moment reprendre contact avec eux? Il y a deux réponses à ça. C'est soit la saturation, elle est conjoncturelle et à un moment ça va baisser. Et là, si moi je suis présent, je serai normalement plus visible, mais je pense pas qu'il soit moins saturé à un moment. Je pense que pour moi, la différenciation, elle se fait par la qualité de ce qu'on va raconter et de l'expertise qu'on va mettre dedans. Donc, il vaut mieux parler peu, se positionner sur peu de sujets, mais le faire très bien et de vraiment avoir un gap entre aujourd'hui le meilleur contenu qui existe ou la meilleure prise de parole qui existe et ce que vous allez proposer. Je pense qu'il y a un coup quand même à jouer dans pas mal de... Quand on parle à des décideurs plutôt col blanc, plutôt PME et grosses boîtes, équipe de direction, en tout cas équipe managériale, et je pense qu'il y a déjà en ce moment ce besoin, mais je pense que ça sera d'autant plus le cas derrière, ce besoin un peu de communauté. Donc je pense que de sortir un petit peu du lot en se positionnant un peu comme un agrégateur de communauté plutôt qu'un fournisseur de services ou de produits, je pense que c'est une bonne ligne à prendre. Et puis je pense que effectivement la tendance à l'emailing, elle est forte. Depuis longtemps, on dit l'email est mort, ça marche plus. De fait, ça marche quand on a des choses intéressantes à raconter et qu'on le fait avec sincérité, avec une tonalité un peu différente aussi. Je pense que le côté incarné aussi va être de plus en plus important. Et incarné soit par le dirigeant, donc c'est le dirigeant qui prend la parole et qui peut le faire en vidéo, qui peut le faire dans plein de choses, plein de manières différentes, ou de l'incarner dans les collaborateurs et que chacun finalement devienne un peu l'incarnation du discours de boîte, un peu avec sa personnalité. Et je pense que dans ce cadre-là, LinkedIn va ressortir un grand gagnant de cette séquence où on a besoin de mieux se connecter, on a besoin de se parler, on a besoin de se donner des news, on a besoin de relâcher un peu la pression, de ne pas être trop commercial. Et je pense que sur LinkedIn, il y a un vrai enjeu. C'est pas nouveau, clairement. C'était déjà engagé depuis bien 1 an et demi sur ça. Mais je pense que c'est là, il y a un vrai travail marketing et sales à avoir pour se dire comment je tire profit de ce truc-là. Parce que les gens répondent beaucoup plus à leurs messages LinkedIn qu'aux emails. Ça, c'est sûr. Ok. Dans les questions qui viennent de tomber, tu as une question sur beaucoup de prospects nous disent on verra lors de la reprise, rappelez-moi à la fin du confinement ou en juin. Comment on contourne le problème? C'est une question qui est plutôt commerciale, ça, mais peut-être un point de vue là. C'est pas, pour le coup, confinement ou pas,
Moi, sur du commerce B2B, j'ai 8 personnes sur 10 qui me disent oui, c'est intéressant, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Donc, le boulot du commercial, c'est de comprendre le budget, le besoin, le timing, et si j'ai la bonne personne en face, hein, c'est le fameux BANT. Donc ça, c'est une réponse où je peux apporter une réponse marketing. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce que je fais prendre conscience aux gens que en fait, la reprise, c'est maintenant qu'elle se prépare, et qu'est-ce que je peux adapter dans mon offre. Encore une fois, en tenant compte des différences dans les secteurs à qui je m'adresse, hein, mais c'est tout l'enjeu de contourner ça, de se dire est-ce que c'est peut-être pas ce que je vendais jusqu'à présent qu'il faut que je vende, ou qu'il faut que je le teinte différemment. Voilà, aujourd'hui, par exemple chez nous, du webinar, accompagnement au webinar, qualification de la base de données, branchement vite d'un outil de marketing automation, formation de commerciaux au social selling. C'est ces offres-là qu'on va pousser, qui jusqu'à présent étaient presque des offres additionnelles par rapport à d'autres choses. Donc c'est un peu un mix de finesse commerciale pour contourner l'objection, ok, il m'a dit ça, mais en même temps quand même dans son esprit petit à petit il va se forger l'impression que la reprise c'est maintenant. Donc, il faut décaler dans le temps le sentiment que la reprise c'est maintenant, et donner les infos pour éduquer, pour dire vous avez peut-être l'impression qu'il faut freiner, mais regardez en fait si vous aviez un gros enjeu SEO, c'est en fait de revenir au problème qui était avant, de sortir du côté je regarde la crise là maintenant, je regarde un peu ce qu'il y avait avant et un peu ce qu'il y aura après, pour dire vos enjeux que vous aviez avant, en fait, ils vont être d'autant plus cruciaux après. Et trouvez-vous l'axe sur lequel je peux le faire. Ok. On est au-delà du timing. Il y a encore quelques questions. Si je sais pas ce que tu penses faire. Ceux qui veulent rester, restent. Hein. Ah non, mais il y a une question un peu de Benoît qui dit tout ce qui est webinar, est-ce qu'on n'est pas un peu déjà, est-ce que c'est pas déjà un peu surfait, est-ce qu'on a déjà marre? Ouais, je vais relier ça en plus à la question de Flo, qui est un petit Ouais. peu plus bas sur le contenu vidéo B2B. Alors, webinar, tout le monde en fait aujourd'hui, ça sort. Là. Tout le monde veut en faire. C'est bien, franchement c'est bien parce que ça manque. On est plutôt en retard en France sur la pratique du webinar. Donc là, le confinement nous oblige à faire des choses à distance, et c'est très bien parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est comment sortir de cette séquence-là. Demain, j'ai des webinars qui sont co-organisés marketing et commerce, qui sont notamment portés par des commerciaux qui sont devenus un peu animateurs de webinars, parce qu'en fait, c'est un super outil. Et comme l'événementiel va pas reprendre plein but tout de suite, ça va rester quand même un côté je fais de la distance. Alors clairement après, du webinar pourri, présentation commerciale où tout le monde se fiche de ce qui va être raconté, si ça n'a pas été un peu préparé, si c'est pas techniquement bien maîtrisé, donc je suis avec mon téléphone, j'ai un son pourri, j'espère que mon son n'est pas pourri. Mais en fait, oui, ça tire le truc vers le bas. Si j'arrive à me mettre dans une vraie démarche, nous, ce qu'on est en train de faire chez nous, c'est qu'on est en train de travailler un planning de webinar, on éditorialise les choses vraiment, un peu comme ce que Trustfolio est en train de faire et qui le fait plutôt bien. Mais en fait, je délivre du contenu, c'est une forme un peu différente. Donc la forme en tant que telle n'est pas un répulsif. Que ce soit du webinar, de l'infographie marche bien, les downloads d'e-book, tout le monde disait les livres blancs, les white papers, c'est mort. En fait, le truc s'est réinventé avec des formats plus légers, des formats plus infographiés, plus sympas, plus précis, plus opérationnels. Et en fait, tout ça, c'est qu'une longue réinvention du format. Et je pense qu'il y a plein de trucs à tester. Il y a LinkedIn Live qui arrive, qui fait un format où j'ai pas d'inscription préalable, qui a une autre façon de faire. Et ça rejoint sur la question sur la partie vidéo. Clairement, la vidéo va ressortir aussi gagnante de ça, parce que tout le monde est en train de devenir meilleur pour parler face à une webcam, en fait. Et qu'on devient aussi des meilleurs auditeurs de ces formats-là, et qu'on se rend compte qu'on perd pas forcément son temps si on sait quoi attendre de ces formats-là. Donc clairement, la vidéo, elle peut être intéressante. Alors clairement, s'il faut filmer les gens en live aujourd'hui, le confinement, il rend ça difficile. Mais pour autant, il y a aussi des adaptations qu'on peut faire sur du format vidéo. Nous, on fait pas mal de déclinaisons de formats plutôt riches en format vidéo pour aller sur les réseaux sociaux et avoir une présence. Il y a tout ce qui est vidéo SEO, donc référencement naturel des vidéos, qui génère de plus en plus de trafic aussi. Donc il y a plein de questions là-dessus. C'est plutôt un bon moment là-dessus. Il y a probablement aussi une question d'accompagnement du client pour qu'il se filme tout seul, pour qu'il se mette à la vidéo. Il y a quelques boîtes, le CEO de James Spot fait ça, il y en a quelques-uns qui sont devenus un peu des vlogueurs, qui arrivent assez bien à se filmer plutôt de manière propre. C'est pas très compliqué à faire. Si j'ai un iPhone ou un bon smartphone, quelle que soit sa taille d'ailleurs, je peux complètement faire des vidéos propres là-dessus. Donc il y a plein d'axes en fait. Il faut se challenger un peu en se disant j'ai une expertise,
comment je la transfère en vidéo par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le média le plus regardé, c'est le format le plus regardé. Les plateformes vont toutes vers une valorisation du format vidéo. Si vous postez une vidéo sur LinkedIn, elle a plus de visibilité que si vous postez un post ou un doc PDF ou de l'image. Et puis les gens regardent, en fait. Donc je pense que c'est... Ouais, encore une fois, si je raconte des choses pas intéressantes, webinar, vidéo, cas client, mon blog, c'est toujours pareil, en fait. Mes posts sur les réseaux sociaux, mes campagnes de pub, mes emails. Il faut vraiment se forcer à prioriser les sujets qui sont importants. Et pour ça, pourquoi pas en parler avec vos prospects et vos clients en disant, voilà, qu'est-ce que tu attendrais de moi? Ou juste de noter les questions sur lesquelles les gens ont des interrogations, en fait, les points qui vous sont posés. Ok. Ok, moi je pense qu'on a fait un bon tour. Il y avait une question sur le call, mais a priori le call à froid, c'est peut-être pas le sujet de ce webinaire-là. Call à froid, ça peut être du marketing. Aujourd'hui, on réfléchit à un truc. On a un truc qu'on appelle l'assessment. En gros, c'est un gros quiz. On a une quarantaine de questions et ça sort derrière un positionnement sur plein de sujets. Comment est-ce que je performe et comment est-ce que je performe par rapport à mon industrie, par rapport à des boîtes de même taille que moi. Aujourd'hui, moi, je réfléchis à une mécanique, parce qu'on a des clients chez qui on a fait ce même principe-là, de tourner ça en baromètre et de dire, je vous appelle, pas pour vous vendre un truc, mais pour vous dire, voilà, on a mis au point cet outil-là qui vous permet de faire le point sur vos pratiques. Là, c'est un peu un temps mort. Il faut peut-être prioriser quels chantiers sur lesquels il faut que vous travaillez. Et en plus, on va publier une étude dès qu'on aura suffisamment de réponses à ce truc-là. Donc, est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie le lien? Vous le faites chez vous. Si vous voulez qu'on en parle derrière, que quelqu'un se penche un peu sur vos résultats et que vous en discutiez, pas de souci. Donc on a un côté un peu empathique parce qu'on n'est pas là pour vendre un truc, on est là pour dire peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quoi faire. Donc voilà un outil pour vous aider à prioriser. C'est intéressant parce que vous allez aussi avoir de la donnée sur ce que font les autres là-dessus. Vous allez participer à un baromètre. Et en plus, si jamais ça évoque des sujets chez vous, on aura quelqu'un qui vous donnera un peu des conseils dessus. Et j'ai pas parlé une seule fois de ce que moi je voulais vendre. En fait, nous, notre point, c'est de dire voilà, nous on fait du marketing B2B, on voit que les pratiques elles sont assez différentes, c'est un peu troublé en ce moment. Comment je prépare mes grands chantiers sur la fin d'année? On a un truc, ça vous donnera un peu une notation sur ce que vous faites, vous verrez ce que les autres font. Et c'est voilà, c'est le genre de choses sur du call qu'on peut faire là-dessus. Et ça peut être aussi du call juste si c'est des gens avec qui on a déjà un petit peu échangé auparavant, de se dire comment est-ce que je prends juste des nouvelles en fait. Ce côté empathique, c'est je voulais savoir un peu comment ça se passe chez vous, comment vous sentez le marché, comment est-ce qu'on va fonctionner quoi. Ok, top. Je pense que c'est une bonne conclusion. Globalement, de ce que je retiens de tout ce que tu dis, c'est que il faut essayer de vraiment réfléchir justement au message et puis se poser dans une posture de conseil et de pédagogie, donc d'empathie. Je pense que c'est bien, ça nous ramène aux fondamentaux du marketing au final, cette crise. Cool. Écoute, c'est une bonne conclusion. Si vous êtes toujours là et que vous avez utilisé un peu le chat pour donner un feedback sur ce que vous avez aimé ou pas, allez-y cash. Vu qu'en plus on est dans la logique verbatim client, feedback, avis client, allons-y. Ça me fera plaisir de voir un petit peu ce que je peux améliorer pour les prochaines fois. Mais en tout cas, c'était cool de partager ça avec vous. Merci pour les questions. Il y a plein de très bonnes questions que je voyais passer sur la droite de mon écran. Et merci Trustfolio pour le regard parce que c'est voilà, c'est bien, ça m'a fait sortir de chez moi en plus. Aujourd'hui, j'habite à 100 mètres. J'ai pas, voilà, j'ai pris des risques, mais mesuré quand même. Ok, top. On mettra tes coordonnées et puis nos coordonnées du coup à la fin du webinaire. Si vous voulez prolonger l'échange avec Guilhem ou avec nous, n'hésitez pas. Et puis avec plaisir pour réorganiser un webinaire s'il y a plein de questions qui tombent, on trouvera un moment pour en refaire un avec Guilhem et répondre à ces nouvelles questions. Cool. Ouais, et puis peut-être suivant la durée de ce qui se passe, on fera une édition 2. Une édition 2, on va laisser passer peut-être le mois de mai, arriver le mois de mai, peut-être en mai, on pourra faire une V2. Quel chantier il faut vraiment faire maintenant pour après. Top. Merci à tous. Salut.